Un soldat divorcé, traité comme un moins que rien par sa famille après avoir hérité d'une Syrie délabrée, mais personne ne se doutait que cet endroit cachait un terrible secret, capable de faire s'effondrer en silence tout un empire financier. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Nathan serrait fermement le volant tandis que le vieux pick-up grinçait sur la route familière qui menait à Ash Ridge. 14 ans. 14 ans passés dans l'armée, attiré comme un papillon par la flamme, à survivre au milieu du feu et de la fumée, pour revenir aujourd'hui sans foyer, sans femme, et même sans le droit d'élever ses propres enfants. C'était juste un autre après-midi d'automne maussade, avec les feuilles d'érable cassantes qui tombaient, tels des fragments de sa propre vie. Devant le portail de l'école primaire d'Ash Ridge, les rires des enfants résonnaient dans l'air, une musique qui ne semblait plus lui appartenir. Nathan expira lentement, ses yeux balayant la foule. Puis il la vit, Lucie, ses cheveux châtains brillants sous le soleil de fin de journée, et Ben, le plus petit, serrant contre lui un sac à dos bien trop grand pour sa petite taille. Ses enfants. Mais la distance entre eux semblait peser lourdement, comme un poids sur sa poitrine. Lucie, qui avait maintenant 10 ans, avait des yeux d'un bleu océan profond, des yeux qui semblaient comprendre mieux que quiconque ce que signifiait avoir un père laissé pour compte. « Papa est là », força Nathan avec un sourire chaleureux, même si à l'intérieur, il avait l'impression que 1000 aiguilles lui transperçaient la poitrine. Lucie hocha brièvement la tête, son regard se posant sur le pick-up cabossé, puis s'arrêtant sur son bras nu où la longue cicatrice d'une collision sur le champ de bataille était encore visible. Ben réagit plus vite. Il courut et serra fort la jambe de Nathan, mais même l'étincelle d'excitation sur son petit visage s'estompa rapidement, comme s'il sentait la tension qui flottait dans l'air. Ils s'arrêtèrent au café près de l'école, le même où le père de Nathan, Ezra Cole, l'emmenait chaque week-end. L'arôme du café fraîchement moulu et des gaufres chaudes à la cannelle emplissait l'air, mais ne parvenait pas à masquer le goût amer dans le cœur de Nathan. Au moment où il poussa la porte, il vit Amanda, son ex-femme, assise avec Dean, le riche avocat qui l'avait aidé à obtenir la garde exclusive des enfants. « Nathan, ça fait longtemps », le salua Dean, affichant un sourire poli mais hypocrite. « J'ai entendu dire que tu venais d'être démobilisé. Tu comptes t'installer ici, à Ash Ridge ?» Son ton était celui de quelqu'un qui s'adresse à un étranger de passage, pas à son ancien beau-frère. Amanda parut brièvement mal à l'aise, puis, après une gorgée de café, elle ricana, juste devant Lucie. « Où tu retournes dans cette vieille porcherie, hein? Tu as 2 heures avec les enfants. » Nathan serra la mâchoire. La brûlure de l'humiliation le rongeait, mais il ravala sa fierté. Il ne voulait pas que Lucie se sente encore plus mal. Sans un mot, il baissa la tête, posa une main douce sur les épaules de Lucie et Ben, et les conduisit vers une table tranquille, nichée dans un coin. Lucie lui serra la main très fort, ses yeux se tournant vers Amanda avec une inquiétude silencieuse. Après avoir vu ses enfants, il se dirigea vers le bureau du notaire de la ville pour la lecture du testament de son père, Ezra Cole. La salle de conférence était froide et impersonnelle. Marcus et Veronica, le demi-frère et la demi-sœur aînée de Nathan, étaient déjà assis, vêtus comme pour un thé mondain plutôt que pour l'exécution des dernières volontés d'un homme. Le notaire lisait chaque ligne, chaque mot, avec une clarté formelle. Marcus et Veronica, qui se vantaient souvent d'être les enfants d'Ezra Cole les plus ambitieux, reçurent la majeure partie de la succession. Un manoir au sommet d'une colline, une propriété de premier choix au bord du lac et plusieurs millions de dollars répartis sur divers comptes bancaires. Quand le notaire fit une pause et se tourna vers Nathan, Marcus laissa le coin de sa bouche se contracter en un sourire suffisant et contenu. « Quant à monsieur Nathan Cole, continua le notaire, Ezra Cole vous lègue la pleine propriété de la scierie délabrée connue sous le nom de menuiserie du chêne murmurant, située à la périphérie de la ville. Aucun autre actif ne vous est attribué. » Un silence s'abattit sur la pièce comme un brouillard épais. Puis vint le rire sec et strident d'Amanda. Elle jeta un coup d'œil à Nathan, ses yeux brillants de triomphe. « On dirait que ton père a estimé que c'était tout ce dont tu étais capable. » La poitrine de Nathan se serra. Un mélange amer d'humiliation et de chagrin lui monta à la gorge. Il fixa le document devant lui, les mots menuiserie du chêne murmurant s'enfonçant en lui, comme du sel sur une plaie ouverte. Cette scierie, l'endroit même où son père avait consacré sa vie, autrefois un symbole de travail acharné et de vie honnête, n'était plus pour ces gens qu'un tas de ferraille. Lentement, il se leva de son siège, sans rien dire. Marcus et Veronica restèrent assis, leurs expressions satisfaites, comme des investisseurs quittant une affaire rentable. Nathan se retourna et sortit, sans jamais jeter un regard en arrière.
Mais au moment où sa main toucha la poignée de la porte, quelque chose l'arrêta. Lucie. Elle était assise tranquillement sur sa chaise, immobile, ses yeux d'un bleu profond fixés sur lui. Sans jugement, sans dédain, seulement avec une compréhension silencieuse et perçante. C'était comme si elle voyait en lui quelque chose que les autres ne voyaient pas, quelque chose qui n'avait pas été perdu, quelque chose qui valait la peine d'être conservé. Ce regard, rempli d'inquiétude et de confiance silencieuse, l'enveloppa comme un fil invisible. Et dans ce silence, il lui posa la seule question qui comptait. Que s'était-il vraiment passé ici, cette nuit-là? La chambre louée sordide était engloutie par l'obscurité et le froid. Nathan n'alluma pas les lumières. Il laissa la lueur blafarde de la lune filtrer par la fenêtre crasseuse, projetant des taches éparses de lumière et d'ombre sur le mur, comme les fragments d'un souvenir déchiré. Il s'assit par terre, les yeux fixés sur la vieille valise en cuir de son père, la seule chose qu'il avait ramenée du bureau du notaire. Un héritage qui n'approchait même pas une fraction de ce que Marcus et Véronica avaient reçu. La valise était lourde, non pas de richesse, mais de souvenirs. Nathan déverrouilla lentement le loquet. À l'intérieur se trouvaient quelques vêtements usés, un carnet décoloré taché par le temps et une montre de poche qui avait cessé de fonctionner depuis longtemps. C'était tout ce qui restait d'Ezra Cole, un homme de peu de mots, parfois sévère, mais dans le cœur de Nathan, son père avait toujours été juste et inébranlable. Il n'avait jamais couru après l'argent ou le prestige creux. Alors pourquoi avait-il laissé à Nathan une scierie en décomposition alors que tout le reste revenait à ses beaux enfants? Nathan fouilla chaque objet, ses doigts tremblants au contact de la vieille veste kaki que son père portait. Une légère odeur de moisi et de bois vieilli flottait dans l'air, ravivant une douleur familière au plus profond de lui. Il plongea la main dans la poche de la veste, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait expliquer ce qui s'était passé aujourd'hui. Ses doigts effleurèrent quelque chose de solide, de compact. Il le sortit. Dans la faible lueur de la lune, une clé en bois sculptée à la main apparut. Elle était finement ciselée, chaque ligne délicate mais ferme, polie par le temps et mille étreintes. Nathan retourna la clé. Au dos, gravé profondément comme un message ciselé de l'âme de l'artisan, se trouvaient 2 lignes de texte, pas ce dont tu as besoin, mais ce que tu dois conserver. Sa main se serra. Sans crier gare, Nathan sentit une vive douleur dans sa poitrine. Les émotions déferlèrent, colère, blessure. Il se leva brusquement, la clé serrée dans sa main, et se dirigea vers la fenêtre. En bas se trouvait la benne à ordures. Un seul lancer. C'est tout ce qu'il faudrait pour mettre fin à l'illusion que son père lui avait un jour fait confiance. Mais alors que son bras se retirait, la lueur de la lune attrapa le bord du bois usé. L'inscription brilla de nouveau. Il se figea. Juste une minute, une seule seconde, et la fureur s'apaisa, laissant le chagrin remonter à la surface. Nathan n'avait pas besoin d'argent. Il n'avait pas besoin de célébrité. Il avait juste besoin d'un foyer et du droit d'être avec ses enfants. Son père avait compris cela. Il haleta, son bras retomba. Il se retourna, s'assit par terre et pressa la clé dans sa paume tremblante. Glissé en dessous se trouvait un petit morceau de papier soigneusement plié. L'écriture familière de son père apparut, tremblante mais pleine d'une intention silencieuse, à l'endroit qui m'a apporté le plus de paix pendant la guerre. Nathan ferma les yeux. Immédiatement, des images vagues traversèrent son esprit, des tranchées inondées, des bunkers remplis du bruit de respiration rauque et d'obus explosants, des hôpitaux de campagne imprégnés de l'odeur de sang séché et d'antiseptiques. Il avait entendu son père parler de ces choses, dans les rares moments où l'homme s'ouvrait. La paix en temps de guerre? Ça n'existe pas. Et pourtant, au milieu du flot de souvenirs, une autre image émergea, plus nette, plus calme. Un après-midi humide après une averse. Nathan, alors un adolescent maigrelet, était assis à côté de son père dans l'atelier de menuiserie. Le bourdonnement régulier d'une scie résonnait dans l'espace, se mêlant à l'odeur du pain fraîchement coupé. Son père ne disait rien, il travaillait en silence. Mais l'expression de son visage était étrangement calme. La menuiserie du chêne murmurant. Cette scierie délabrée, un point sur la carte, nichée à la lisière de la ville. Nathan sortit son téléphone, alluma la lampe de poche et ouvrit la carte satellite. Il zooma sur chaque recoin d'Ash Ridge, balayant rapidement l'écran jusqu'à ce que ses yeux s'arrêtent sur un endroit précis. Il se souvenait de ces après-midi passés à suivre son père à l'atelier, à le regarder façonner méticuleusement des planches de bois, le son de la scie, le crissement de la raboteuse. Après la guerre, son père n'avait pas choisi de vivre près de sa famille, de retourner en politique ou de renouer avec de vieux amis. Non, il avait choisi un atelier vieillissant et solitaire.
Était-il possible que ce soit le seul endroit où il ait jamais trouvé la paix au milieu de la guerre? Les yeux de Nathan, usés par la fatigue et la déception depuis le matin, commencèrent lentement à changer. Du choc et de la confusion, une lueur d'autre chose s'éveilla, une curiosité inexplicable. Conserver. Se pourrait-il que l'atelier délabré ne soit pas seulement un tas de poutres pourries, mais un code? Il resserra sa prise sur la clé en bois. Une faible lueur d'espoir vacilla dans l'obscurité. L'épuisement, à la fois physique et mental, sembla se dissiper, remplacé par une résolution tranquille. Il irait à l'atelier le lendemain matin. Il le devait. Car d'une manière ou d'une autre, il sentait que son père avait laissé quelque chose derrière lui, non pas pour l'enrichir, mais pour le mener à une vérité. Une vérité qui pourrait tout changer. Et vous? Si tout ce que vous aviez hérité était un vieil atelier en ruine, alors que toute votre famille riait et vous tournait le dos, partiriez-vous tranquillement ou vous tiendriez-vous droit pour chercher la vérité? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, j'adorerais vraiment savoir ce que vous feriez. Le lendemain matin, la ville d'Ashridge restait enveloppée d'une immobilité grise et lourde. Il n'avait pas plu, mais la rosée de la nuit s'accrochait à tout, et le froid humide pénétrait jusqu'aux os. Nathan n'avait pas dormi. Il était debout avant les premières lueurs du jour, la clé en bois que son père lui avait laissée toujours nichée dans la poche de son manteau, comme un pot régulier l'exhortant à ne pas hésiter. Le vieux pick-up rugit, prenant vie. Pas de musique, pas de voix, juste le bruit des pneus roulant sur le trottoir glacé, en direction de la périphérie de la ville, où la menuiserie du chêne murmurant se dressait silencieusement à la lisière des bois. Quand le camion s'arrêta enfin, la vue qui s'offrit à lui figea Nathan. Il n'était pas revenu depuis 20 ans, et maintenant, l'image chaleureuse qu'il gardait en mémoire avait disparu, remplacée par la ruine et la désolation. Le portail en fer rouillé pendait, entrouvert. Le panneau en bois portant le nom chêne murmurant était incliné et déformé, à un coup de vent de se briser en deux. Les mauvaises herbes avaient envahi le chemin où lui et son père roulaient autrefois des charrettes de bois. Nathan poussa la porte. Un mur d'air vicié le frappa, une puanteur de moisissure et de bois pour y mêler de métal rouillé et du léger bruissement des insectes. Une faible lumière filtrait à travers les vitres brisées, jetant une lueur terne sur les scies et les raboteuses maintenant couvertes de toiles d'araignée. Des machines qui étaient autrefois le cœur battant de l'atelier, réduites à des carcasses creuses d'acier rouillé. Des classeurs pourris gisaient empilés dans les coins, leur papier mâché et écaillé comme la peau craquelée d'un souvenir laissé trop longtemps à l'abandon. Nathan se tenait au milieu de tout ça, immobile. « Papa, est-ce vraiment ce que tu m'as laissé ?» pensa-t-il, une lourdeur pressant sa poitrine. Mais alors, ses yeux tombèrent sur le vieil établi, celui sur lequel son père, Ezra Cole, avait travaillé toute sa vie. La surface de bois brut tenait toujours sa place, comme une encre dans la tempête. Il s'approcha, balayant une épaisse couche de poussière qui le fit tousser. Sous le tiroir, les vieux outils de sculpture étaient restés, scie à main, copeaux de bois, un crayon usé jusqu'au bout. C'était comme si le temps s'était figé au moment où son père les avait touchés pour la dernière fois. Nathan commença à chercher. Sous l'établi, dans les tiroirs, entre les dos des livres sur les étagères, les briques décellées à la base du mur. Rien. Il passa aux étagères, souleva chaque boîte d'archives, vérifia derrière elle, tapa sur chaque latte du plancher, à l'écoute d'un changement de son. Mais chaque coup revenait identique, sourd et régulier. Rien d'anormal. Une demi-heure passa. La sueur coulait dans son cou, la poussière de bois s'accrochait à ses cheveux et à ses mains. Son cœur commençait à battre la chamade à cause de la fatigue. Nathan se releva, respirant lourdement, recula de quelques pas et regarda autour de lui. Il n'y avait rien. Juste un lieu abandonné, et lui, essayant de se convaincre de poursuivre un secret qui n'existait probablement pas. Peut-être que papa voulait juste que j'apprenne à lâcher prise, se dit-il avec un rire amer. Il sortit la clé en bois de sa poche. La vieille inscription capta la faible lumière. Il était sur le point d'abandonner, mais alors, un léger craquement. Ses yeux remarquèrent une étrange veine dans le plancher sous la table. Une planche était légèrement décalée par rapport aux autres. Il s'agenouilla et tapota légèrement. Le son était différent, plus creux. Prudemment, Nathan glissa le bord d'une lame dans la fente. Clac! La planche sauta, révélant une minuscule serrure encastrée, une correspondance parfaite pour la clé en bois dans sa main. La main de Nathan trembla alors qu'il insérait la clé dans la serrure. Un léger déclic résonna, comme un soupir du passé. La petite porte en bois s'ouvrit en grinçant, révélant un vide noir et glacial en dessous. Il se pencha et alluma sa lampe de poche.
Un escalier en bois descendait dans une cave profonde. L'air froid montait, transportant une odeur de terre humide et de métal rouillé. Le silence était presque sinistre. Nathan descendit, une marche à la fois. Le faisceau de la lampe de poche tomba sur une petite pièce sèche. Au centre se trouvait une vieille valise en cuir, enveloppée dans une toile imperméable, et une boîte en métal argenté. Il ouvrit la valise et faillit reculer. De l'argent. Des liasses et des liasses d'argent. Diverses devises, dollars américains, euros, yens japonais, même des livres sterling. Chaque liasse était fermement emballée, soigneusement rangée, comme si elle appartenait à un coffre de banque, pas au sous-sol d'une scierie en ruine. Le souffle de Nathan se coupa. Ses yeux étaient rivés sur l'argent. Un seul mot traversa son esprit, malversation financière. Non. Impossible. Pas mon père. Pas Ezra Cole. Ses mains tremblaient alors qu'il ouvrait la boîte en métal. À l'intérieur se trouvait une clé USB noire. Aucune étiquette, aucune marque. Il sortit son ordinateur portable de son sac à dos, l'alluma et brancha la clé. L'écran s'illumina. Une liste de dossiers apparut. Il cliqua sur le premier, flux de transactions, compte offshore, schéma d'exportation, mémoire de haut, une série de diagrammes de flux monétaires, des cartes d'exportation d'équipements de haute technologie, des listes de transactions s'étendant à travers l'Asie du Sud-Est et l'Afrique. Et ses comptes offshore, détenant près de 98 millions de dollars. Nathan était presque paralysé. Son père, un charpentier calme et doux, possédait tout cela? À cet instant, toute la définition qu'il avait jamais eue de son père s'effondra. Mais un autre dossier attira son attention. Parker Holdings, Marcus Cole, Veronica Cole. Sous l'entête, une note manuscrite à l'encre rouge, approchée et manipulée. Nathan ouvrit le dernier fichier vidéo. L'image tremblait légèrement. Ezra Cole était assis dans cette même pièce, sa voix rauque mais tranchante. Si tu regardes ça, ça veut dire que je suis parti. Tu es le seul à qui j'ai confié ce que j'ai rassemblé au cours des 12 dernières années. Ce n'est pas de l'argent, ce sont des preuves. Parker Holdings, Marcus, Dean Anderson, ils ont fait sortir de la technologie de défense à l'étranger, et maintenant ils effacent leurs traces. Ne fais confiance à personne, sauf à toi-même et à la vérité. L'écran devint noir. Nathan s'effondra sur la chaise. Son corps entier était glacial, mais ses yeux, qui n'étaient plus remplis de panique, brûlaient maintenant d'autre chose. Un feu. Le feu de la résolution, le feu de la vérité, le feu de l'honneur d'un père, gardé dans l'ombre pendant bien trop longtemps. Il n'était plus l'homme qui rentrait les mains vides. Il était celui qui avait été choisi pour protéger ceux qui devaient être protégés. Et la guerre ne faisait que commencer. Le lendemain matin, un pâle soleil filtrait à travers l'épaisse couche de poussière sur les fenêtres de la menuiserie du chêne murmurant. Nathan était toujours assis par terre dans la cave cachée, entouré d'épaisses liasses de documents et d'un écran d'ordinateur portable affichant une carte enchevêtrée de flux financiers. Chaque page qu'il tournait était comme un couteau, non pas le blessant lui, mais l'honneur que son père avait tranquillement protégé jusqu'à son dernier souffle. Soudain, le klaxon d'une voiture de luxe retentit à l'extérieur. Nathan sursauta, fermant rapidement l'ordinateur portable, rassemblant la clé USB et les papiers importants dans son sac. Il recouvrit discrètement la trappe avec une vieille planche, remit le lourd bureau en place et sortit de la cave. Avant qu'il n'ait pu reprendre son souffle, la porte d'entrée de l'atelier s'ouvrit violemment. Marcus Cole entra, son parfum coûteux le précédent, suivi d'un sourire si poli qu'il en était répugnant. « Tiens, Nathan », sa voix était douce, mais avec une pointe acérée. « Alors, tu as trouvé ton héritage. J'imagine que tu te sens un peu perdu. » Nathan ne répondit pas. Marcus se promena nonchalamment au centre de l'atelier, ses yeux balayant les murs écaillés et la peinture craquelée. « Allez, je sais que les choses ont été dures. Le divorce, la vente de la maison, seul dans cette ville avec une scierie délabrée dont personne ne se soucie. Mais tu es mon frère. Je suis prêt à t'aider. » Il s'arrêta juste devant le bureau, directement au-dessus de la trappe dissimulée sous leurs pieds. « Il y a un investisseur intéressé par ce terrain. Il veut y construire un centre commercial. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Je peux t'aider à négocier un prix qui te permettrait de prendre un nouveau départ. Après tout, ceci, dit-il en désignant l'atelier, n'est pas quelque chose que tu étais censé garder éternellement, n'est-ce pas? » Nathan se redressa, sa voix calme mais tranchante comme une lame. « Je n'ai pas besoin de ton aide. Je garde cette scierie. » Le visage de Marcus se durcit. « La garder » laissa-t-il échapper un rire sec. «
Pour vivre entouré de bois pourri et d'échecs? Tu devrais être plus malin que ça, Nathan. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas creuser. Les mots étaient comme une lame cachée. Nathan le regarda, impassible, mais dans son esprit, un vieux souvenir refit surface. Il se souvenait clairement de la nuit où son père avait claqué la porte au nez de Marcus. « Tu as investi dans des affaires louches, Marcus », avait dit Ezra à l'époque, la voix lourde. « Ce n'est pas comme ça que les Cole font des affaires. » Puis vint le long silence. Des mois passèrent sans un mot. Marcus avait quitté la famille et n'était revenu que lorsque le testament fut annoncé. Voyant que Nathan ne céderait pas, Marcus ricana et recula. « Comme tu voudras. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. » Cette nuit-là, Nathan organisait des documents dans sa petite chambre de location lorsque son téléphone vibra. Le nom de Veronica Cole s'afficha à l'écran. Il hésita une seconde, puis répondit. Sa voix était froide, précise comme une lame de rasoir. « Nathan, je pense que tu devrais rester à ta place. Tu es un vétéran, et je crois que tu comprends ce que signifient les limites. Ne creuse pas trop dans des choses qui ne te regardent pas, surtout les affaires qui concernent la famille. » Nathan serra le téléphone. « La famille? Tu es sûr que c'est le mot que tu veux utiliser? » Véronica ignora la pique. « Si tu veux encore avoir un droit de visite pour Lucie et Ben, tu sauras où t'arrêter. » L'appel se termina. Pas d'au revoir, pas même un souffle. Au même moment, dans la maison chaleureusement éclairée d'Amanda et Dean, la petite Lucie peinait sur ses devoirs de mathématiques. Assise à son bureau près de la fenêtre, elle était plus distraite que concentrée. Ce matin-là, elle avait accidentellement été témoin de quelque chose d'étrange. Sa mère en train de fouiller dans le vieux coffre-fort de grand-père Ezra, un coffre que Lucie avait toujours cru ne contenir que des photos de famille et quelques bibelots fabriqués par Ezra. Amanda ne savait pas que Lucie était dans le couloir. La fillette avait vu sa mère sortir une épaisse liasse de papier de couleur ivoire, les glisser rapidement dans la poche de son manteau, puis refermer le coffre avec un air nerveux que Lucie ne lui avait jamais vu. Depuis, quelque chose agitait Lucie. Un sentiment de suspicion, un courant étrange qu'elle ne savait pas nommer. Cette nuit-là, lorsque le son d'une dispute éclata depuis le bureau, ce sentiment refit surface. « Tu as perdu la tête, Dean? Tu penses que tu peux faire ça à Ezra ?» La voix de sa mère était en colère, mais étranglée, comme si on l'étouffait. « La ferme. Continue comme ça et vous serez tous les trois à la porte de cette maison. Le code du compte d'Ezra, trouve-le. » La voix de Dean claqua, sèche et amère. Lucie sursauta et laissa tomber son crayon. « Le code du compte de grand-père » répéta-t-elle dans sa tête. Ezra ne lui avait jamais parlé d'argent. Il était juste l'homme qui fabriquait les plus belles boîtes en bois du monde. Elle se glissa vers la porte du bureau, pressant doucement son oreille contre le bois. Les voix s'estompèrent, puis le silence. Son regard dériva vers le sac à main de sa mère, posé sur le canapé. Son cœur battait la chamade, sa tête tournait. À l'intérieur d'elle, de vagues pièces de puzzle commençaient à s'assembler. Quelque chose d'important était caché. Et il ne s'agissait plus seulement de grand-père. C'était peut-être la vérité que sa mère ne voulait jamais que personne ne découvre. De retour dans sa chambre de location, Nathan se tenait devant la carte épinglée au mur. Sa main pressa fermement une punaise rouge sur le nom Parker Holdings. Seul au milieu de la nuit, mais plus vraiment seul. Car quelque part, une fillette de 10 ans venait de commencer à voir à travers les masques polis des adultes. Et une fois qu'un enfant commence à s'interroger, la vérité ne peut plus rester enfouie. Depuis le départ de Nathan, un étrange silence s'était installé dans la maison d'Amanda et Dean. Pas le calme doux d'un après-midi paisible, mais le genre de silence qui rend la respiration difficile. Chaque nuit, Lucie restait allongée au bord de son lit, écoutant le vent siffler à travers la fenêtre, mêlé au pas lourd de Dean sur le vieux plancher en bois. Amanda n'était plus la mère qui lui tenait la main pour traverser la cour de l'école. Elle était occupée maintenant, souvent sortie de la maison avec des vêtements chics et un maquillage épais. Quand elle revenait, elle ne demandait pas ce que Lucie avait mangé ou comment s'était passée l'école. Elle marmonnait juste « Fais moins de bruit, j'ai mal à la tête ». Dean était différent. Il ne frappait pas, il ne criait pas, mais chaque regard qu'il lui lançait portait un poids, comme si les deux enfants lui devaient quelque chose. Chaque fois que Lucie laissait tomber quelque chose, Dean n'avait pas besoin de dire un mot. Un seul regard suffisait pour qu'elle murmure tranquillement une excuse et nettoie en silence. Ben était plus jeune, plus insouciant, mais même lui avait commencé à se replier sur lui-même, parlant moins, mangeant plus lentement. Ce n'est que lorsque quelqu'un mentionnait grand-père qu'une petite lumière revenait dans ses yeux. Et Lucie,
Elle ne parlait pas, mais elle observait, et elle se souvenait. Un après-midi, Lucie surprit Amanda au téléphone dans la cuisine. Sa voix était basse mais sèche. « Non, j'ai la copie imprimée, mais si Ezra a toujours l'original ? Je ne peux pas laisser Nathan découvrir ses comptes. » La fillette se cacha derrière la porte, retenant son souffle. Sa mère n'avait jamais parlé comme ça avant. Quel compte ? Quelle copie imprimée ? Les questions commencèrent à s'accumuler dans l'esprit de Lucie. Une autre fois, Dean s'enferma dans le bureau pendant près de 2 heures. Amanda faisait les 100 pas, l'air tendu, pendant que Dean marmonnait « On ne peut pas laisser ça sortir. S'il remonte jusqu'à nous, nous sommes finis. » Lucie ne comprenait pas tout, mais elle le sentait. Quelque chose n'allait vraiment pas. Cette nuit-là, dans la chambre, la douce lueur jaune de la veilleuse projetait des ombres ludiques sur le mur. Comme toujours, Lucie chuchota à Ben avant de dormir, mais cette fois, sa voix tremblait. « Tu les as entendus ? Maman et Dean, ils se disputaient. Dean a dit quelque chose sur le numéro de compte d'Ezra. Il l'a même menacée, il a dit que si elle n'obéissait pas, on serait tous les 3 jetés à la rue. » Ben parut confus. Mais grand-père n'avait pas de compte. Il avait seulement sa boîte en bois. Puis, comme s'il se souvenait de quelque chose, Ben se redressa brusquement, fouilla dans le placard et sortit une vieille boîte en bois. Sur le couvercle était sculpté un aigle aux ailes déployées, le cadeau du 5e anniversaire que grand-père Ezra lui avait fabriqué de ses propres mains. « La voilà !» s'exclama Ben en ouvrant la boîte. À l'intérieur, à côté de quelques billes et de minuscules voitures, se trouvait une clé USB noire, soigneusement cachée sous la doublure au fond. Le garçon la sortit et la plaça dans la main de sa sœur, ses yeux s'illuminant. Grand-père a dit que si jamais tu sens que quelque chose ne va pas, donne ça à la personne en qui tu as le plus confiance. Lucie serra la clé USB, son cœur battant comme un tambour. Gravé sur sa surface se trouvait un minuscule emblème, le chêne de la menuiserie du chêne murmurant. Elle savait que ce n'était pas un jouet. Elle attrapa sous son oreiller le vieux téléphone qu'elle utilisait secrètement pour écouter de la musique. Quand elle brancha la clé USB, un fichier vidéo crypté apparut. Il ne s'ouvrait pas, mais Lucie savait que c'était une preuve. Et c'était le moment. « Papa, murmura-t-elle. Grand-père a dit la personne en qui tu as le plus confiance. C'est papa. Ben hocha la tête comme si c'était la vérité la plus évidente au monde. Grand-père aimait papa plus que quiconque. Et c'est lui qui nous protège. Lucie ouvrit l'application de messagerie et tapa rapidement une courte ligne. Papa, je sais que quelque chose ne va pas. J'ai quelque chose de grand-père. Je veux t'aider. Dans la petite chambre humide qu'il louait, Nathan était assis, figé, devant l'ordonnance du tribunal suspendant temporairement son droit de visite. Personne ne le soutenait. Pas un mot de défense. Seulement le silence et le poids rampant de la solitude entre ces 4 murs vides. Puis son téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu. Nathan le lut, ses yeux s'écarquillèrent. Il le relut. « Je sais que quelque chose ne va pas. Je veux t'aider. » Sa main serra le téléphone, et pour la première fois depuis des années, des larmes coulèrent. Pas des larmes de faiblesse, mais parce qu'il savait qu'il n'était plus seul. Son enfant le croyait. Le croyait assez pour lui envoyer une preuve de la part de grand-père en plein milieu de la nuit. Le lendemain matin, Lucie aidait sa mère à nettoyer les vitres. Amanda se tourna soudainement vers elle, sa voix inhabituellement douce. « Lucie, tu te souviens encore de ton grand-père ? Un charpentier doué, mais un peu excentrique, n'est-ce pas ? Il n'a pas laissé grand-chose derrière lui, juste cette vieille scierie pourrie. » Lucie s'arrêta. La clé USB était toujours nichée tranquillement dans la poche de son manteau. « Pas exactement, maman, » répondit-elle, essayant de garder un ton léger et innocent. « Je pense que grand-père a laissé plus que du bois. Il avait aussi beaucoup de secrets. » Amanda se figea. Le plat dans sa main glissa et se brisa sur le sol. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Amanda fixa Lucie droit dans les yeux, son regard n'étant plus doux mais rempli de confusion. Lucie haussa simplement les épaules. Je ne faisais que deviner. Mais au fond d'elle, elle savait qu'une graine de doute venait d'être plantée. Et ce soir-là, Lucie obtiendrait l'enregistrement dont elle avait besoin. Car la vérité ne commence pas toujours par des coups de feu ou des papiers. Parfois, elle commence par une simple phrase silencieuse d'un enfant qui observe tranquillement les adultes. Ce soir de week-end, l'air dans la maison d'Amanda et Dean était lourd, comme si une tempête était sur le point d'éclater. Depuis la remarque désinvolte de Lucie au petit déjeuner, Amanda était sur les nerfs. Elle ne savait pas exactement ce que la fillette avait entendu.
Elle savait juste une chose, elle se tenait au bord d'une falaise. Dans le bureau, la lampe se balançait légèrement dans le courant d'air qui s'infiltrait par la fente de la porte. Dean la claqua derrière lui, un bruit fort et final, comme le marteau d'un juge. Il jeta un épais dossier sur la table. Voilà. Willow Creek Academy, Chicago. Un pensionnat prestigieux, loin, sûr, et surtout, loin du nom de Nathan Cole. Amanda feuilleta les pages, les mains tremblantes. Mais elle est encore si jeune. Elle va penser qu'on l'abandonne. Dean, peut-être qu'on peut? Dean pressa fermement sa paume sur le bureau. Il n'y a pas de peut-être. Elle devient curieuse. Qu'est-ce qu'elle t'a dit hier? Grand-père n'avait pas que du bois. Bon sang, elle est en train de fouiller dans le passé. Si elle dit quoi que ce soit, tout s'effondre. Tu veux retourner vivre dans ce vieil appartement humide? Il n'avait pas besoin de crier. Le regard dans les yeux de Dean suffit à faire ravaler à Amanda toute protestation qui lui restait. Et Ben? Ben est encore trop jeune. On s'occupe de Lucie d'abord. Juste à ce moment-là, dans le couloir sombre à l'extérieur, Lucie se tenait cachée derrière le rideau près des escaliers, le visage pâle. Elle avait entendu chaque mot. Mais alors qu'elle se retournait pour s'éclipser, la porte s'ouvrit brusquement. Dean sortit, ses yeux balayant le couloir. Lucie retint son souffle, se pressant fermement contre le mur derrière le meuble vitrine. Il resta là un moment, fronçant les sourcils, puis se détourna et sortit son téléphone pour appeler quelqu'un. Alors que ses pas s'éloignaient, Lucie s'effondra sur le sol, les mains tremblantes, les yeux fixés sur l'obscurité du couloir. Cette nuit-là, alors que toute la maison était silencieuse, Lucie était assise dans sa chambre, regardant Ben dormir. Son cœur battait la chamade. Elle ne pouvait plus attendre. Si Amanda trouvait le billet d'avion volé le lendemain matin ou découvrait la clé USB manquante, tout serait fini. Lucie se dirigea sur la pointe des pieds vers la petite boîte en bois où elle avait caché la clé USB, la seule chose qui pouvait sauver son grand-père, son père et elle-même. Elle la glissa dans la poche de son manteau, avec quelques vêtements de rechange, son livre préféré et une petite bouteille d'eau. En descendant les escaliers, Lucie respirait lourdement. Chaque pas résonnait comme un battement de tambour dans la nuit. Elle se figea en entendant la porte du bureau à l'étage grincer. « Amanda, tu étais dans la cuisine ?» La voix de Dean. Lucie se glissa immédiatement derrière le rideau, son cœur semblant s'être arrêté. Il se tenait dans l'escalier, une main sur la rampe, regardant vers le bas. Un léger cliquetis. Sa bouteille d'eau était tombée de son sac à dos. Dean fronça les sourcils et commença à descendre, lentement, délibérément. Lucie se pencha, attrapa la bouteille et se glissa dans le couloir opposé. Elle ouvrit la porte arrière dans un silence complet. L'air nocturne était glacial contre son visage, mais elle ne s'arrêta pas. Elle courut, sans jamais regarder en arrière. 1 heure plus tard, à la gare routière du sud de la ville, un officier de patrouille trouva une petite fille recroquevillée, le visage pâle, son manteau maculé de saleté. « Tout va bien, ma puce? Tu es perdue ?» Lucie leva les yeux, les lèvres tremblantes. Elle tendit la main et prit celle de l'officier. « S'il vous plaît, n'appelez pas ma maman. Appelez juste mon papa. Appelez Nathan Cole. » Le téléphone de Nathan vibra au milieu de la nuit. « Monsieur Cole, nous avons localisé une fille nommée Lucie Cole. Elle prétend être votre fille. Elle refuse de retourner chez sa mère et insiste pour vous voir. » Nathan fonça dans la nuit, ses phares perçant le brouillard glacial. À la gare routière, sous un faible lampadaire, Lucie était assise, recroquevillée. Quand elle le vit, elle se leva d'un bond et courut droit dans ses bras. « Papa !» cria-t-elle, la voix brisée. « Ils vont m'envoyer loin, très loin. Je ne veux pas y aller. J'ai trouvé ça. C'est grand-père qui l'a laissé. » Elle tendit une clé USB. Nathan reconnut la petite gravure, le logo de la menuiserie du chêne murmurant. Il s'assit sur le banc, sortit son téléphone et la brancha. L'écran s'illumina. Vidéo de confession d'Ezra Cole. Une voix familière emplit l'air, profonde, régulière, pleine d'une force tranquille. Ezra parlait d'une vaste opération de malversation financière, menée via des comptes anonymes, impliquant directement Dean et Marcus, un partenaire financier qui avait semblé inoffensif. Attaché à la vidéo se trouvait un PDF détaillé, relevé bancaire, échantillon de signature, document falsifié montrant le transfert illégal des actifs forestiers d'Ezra. La gorge de Nathan se serra. Il ne parla pas. Il serra juste Lucie plus fort contre lui. La petite fille avait apporté quelque chose qu'il n'aurait jamais attendu, un tournant décisif.
Tu as sauvé toute cette famille, Lucie, murmura-t-il. Et dans cette nuit froide, sur un banc de gare routière usé, sous la lueur jaune d'un lampadaire, Nathan sut qu'il ne menait plus cette bataille seul. Le lendemain matin, le pâle soleil d'automne tentait de filtrer à travers les branches nues, jetant de doux rayons sur la menuiserie du chêne murmurant. Nathan y avait emmené Lucie juste après son réveil. Il avait besoin de quelqu'un de confiance pour l'aider à vérifier ce qu'il avait découvert. Et cette personne n'était autre que M. Whitmore, le vieil ami de guerre de son père, un homme de peu de mots, mais qui dégageait une aura de fiabilité tranquille. M. Whitmore attendait déjà à la porte de l'atelier. C'était un homme de grande taille, avec une chevelure entièrement blanche et des yeux profonds, marqués par le temps mais toujours vifs. Il regarda Lucie avec une douce bienveillance, puis fit un simple signe de tête à Nathan. « Entrez, mon garçon. » À l'intérieur de l'atelier, l'odeur de bois humide et de poussière flottait toujours, mais sous la lumière du jour, elle ne semblait plus intimidante. Nathan tira une vieille chaise en bois pour Lucie et posa la clé USB et le dossier de documents qu'il avait trouvé dans la cave souterraine sur l'établi de son père. « Monsieur Whitmore, » commença Nathan, la voix légèrement chancelante, « mon père, il a laissé ça derrière lui. » Monsieur Whitmore prit la clé USB, l'inspecta soigneusement avant de la brancher sur un petit appareil portable qu'il avait apporté. Il parcourut les fichiers, son expression restant calme, mais une lueur s'agita dans ses yeux. « Ezra, il a toujours été un mystère, » dit Monsieur Whitmore, sa voix basse et grave. Cet atelier, Nathan, ce n'était pas juste pour la menuiserie. Cet endroit était la plaque tournante des communications clandestines d'Ezra. Après la guerre, il ne pouvait pas fermer les yeux sur la corruption, sur les accords secrets où des gens exploitaient la guerre pour leur profit. Ezra était l'un des rares sélectionnés pour un programme de renseignement économique d'après-guerre. Nathan se figea. « Renseignement économique ? Ton père, Ezra, était ce que nous appelions un veilleur, » continua M. Whitmore, son regard se perdant comme s'il scrutait un passé lointain. Il était un agent de liaison, un observateur. Il surveillait et documentait les manigances secrètes, en particulier celles impliquant la technologie de défense détournée du contrôle gouvernemental et vendue à des pays en développement. Ce vieil atelier de menuiserie, avec tout son charme usé, était en fait l'endroit le plus sûr d'où il pouvait opérer. Il l'utilisait pour envoyer des rapports cryptés, pour cacher des dossiers, des preuves. Personne n'aurait jamais pensé à chercher ici. M. Whitmore fit une pause, ses yeux se tournant à nouveau vers la clé USB. Ceci est le code de vérification, directement d'Ezra. Et toutes les preuves sur Parker Holdings, c'est exactement ce qu'Ezra suivait depuis tout ce temps. Le réseau de malversation financière, les transferts de technologies illégaux, Dean et Marcus n'étaient que des pions dans un jeu bien plus vaste. Nathan était stupéfait. Tout ce qu'il avait toujours su de son père s'effondrait et se reconstruisait en quelques minutes. Son père n'était pas seulement un charpentier, c'était un guerrier silencieux, un homme qui se battait pour la justice à sa manière. « Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ?» demanda Nathan, sa voix empreinte d'impuissance. M. Whitmore le regarda droit dans les yeux. « Mon garçon, ce sont des preuves qui pourraient faire tomber un empire entier. Tu dois remettre tout ce dossier au procureur du district. Et plus important encore, tu dois trouver un journaliste d'investigation, quelqu'un de principe, avec une grande portée. Quelqu'un d'assez courageux pour dire la vérité, peu importe qui est derrière. » Lucie, assise tranquillement à côté d'eux, avait tout entendu. Ses yeux d'un bleu profond, autrefois remplis de doute et de distance envers l'homme qu'on lui avait appris à oublier, brillaient maintenant de confiance et d'admiration. Son grand-père n'était pas un menuisier raté. Il n'était pas un vieil homme solitaire. C'était un héros silencieux. Avant que Nathan ne puisse dire un mot de plus, M. Whitmore plongea la main dans la poche de son manteau usé et en sortit quelque chose. C'était une petite carte en métal, usée mais toujours brillante. Gravée dessus se trouvait une chaîne de chiffres et une phrase inconnue, 99e au Whisper. « C'est le numéro de compte bancaire international qu'Ezra a mis en place au cas où ce serait nécessaire, » dit M. Whitmore, sa voix rude mais autoritaire. « Et ceci est la clé de chiffrement pour le fichier le plus crucial. Elle ouvrira la dernière porte. Ezra te faisait confiance, Nathan. Il savait que tu étais le seul à avoir le courage et l'intégrité de porter ce fardeau. Pas les cupides comme Marcus ou Véronica. Ezra t'a confié cette responsabilité, à toi, son seul fils. Il croyait vraiment en celui qu'il savait ne jamais vendre son âme. » Nathan tenait la carte en métal, sentant son poids. Le choc fit place à la révérence. Pour la première fois,
il comprit pourquoi son père lui avait fait confiance, à lui, un vétéran fauché, au lieu des membres dits réussis de la famille. Ce n'était pas un héritage traditionnel, c'était un legs d'honneur, une bataille inachevée que son père lui avait transmise avec une foi absolue. Après la nuit où Lucy s'était enfuie et où Nathan l'avait retrouvée à la gare routière, toute la ville d'Ashridge passa une nuit blanche. La nouvelle se répandit rapidement, un enfant disparaissant au milieu d'une nuit d'hiver, personne ne pouvait l'ignorer. Mais à l'intérieur de la maison aux lueurs jaunes et chaleureuses, l'air n'était pas rempli d'inquiétude. C'était la peur. Amanda et Dean étaient en panique, non pas parce qu'ils craignaient qu'il soit arrivé quelque chose à Lucy, mais parce qu'ils étaient terrifiés par ce que Lucy aurait pu dire et à qui. Dean perdit son sang-froid. Il frappa du poing sur le bureau, le visage rouge de rage. « Mais qu'est-ce que tu as fait, Amanda ? La gamine est partie. Si elle commence à parler, on est fini. » Amanda se figea, les mains tremblantes en tenant son téléphone, les yeux rouges, la voix brisée. « Qu'est-ce que tu viens de dire ? La gamine disparaît au milieu de la nuit et tout ce qui t'inquiète, c'est ce qu'elle aurait pu dire ? Pas si elle est encore en vie, si elle a été kidnappée ou blessée ? » Dean la foudroya du regard. « Bien sûr que je m'inquiète. Mais si elle ouvre la bouche à propos d'Ezra, de cette clé USB ou de ses documents, alors il ne restera plus rien à craindre pour personne. » Amanda recula, sentant un frisson la parcourir. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle réalisa que Dean ne se souciait pas de Lucy, pas vraiment. « C'est ma fille, Dean. Un enfant. Pas un pion dans ton jeu malsain. » Dean se détourna, sans rien dire. Amanda était au bord de la crise de nerfs. Elle appela la police, mais sa voix tremblante n'était pas tout à fait celle d'une mère dévastée. C'était la panique de quelqu'un marchant sur de la glace mince, sachant que sa propre fille pourrait être celle qui la briserait. Une recherche commença, et la police suivit le signal du vieux téléphone de Lucy. Mais ce ne furent pas eux qui la trouvèrent. Ce fut Nathan, à la gare routière. Et cela seul suffit à laisser Amanda sans voix. Elle est allée voir Nathan, hurla Dean en apprenant la nouvelle. Bon sang, pourquoi l'a-t-elle vu en premier ? Tu n'as aucune idée de ce qui nous attend, Amanda. Dean se mit à faire les 100 pas, s'arrachant les cheveux, son visage maintenant complètement décomposé. Il faut qu'on arrête ça, maintenant. Plus de contact entre lui et les enfants. Même pas de loin. Tu dois déposer une requête demain, à la première heure. Garde exclusive, suspension d'urgence du droit de visite. Mais tout, le TSPT, son instabilité mentale, son passé de combattant, tout ce qu'il faudra. Amanda resta là, sous le choc. Elle n'avait même pas eu le temps de digérer la nouvelle de sa fille, que Dean planifiait déjà la gestion de crise, comme un homme s'empressant d'enterrer sa propre culpabilité. Dean, attends, c'est son père. Je ne peux pas faire ça. Au moins, il devrait pouvoir voir sa fille une fois. Dean se retourna, ses yeux acérés comme des lames. Si tu veux encore garder tout ce que tu as, cette maison, cette vie, et ces 2 enfants, alors tu ferais mieux d'agir maintenant. N'attends pas qu'ils mettent tout sens dessus-dessous. Une fois de plus, Amanda resta silencieuse. Mais cette fois, ce n'était pas par soumission. Quelque chose en elle commençait à se fissurer. Dans la chambre du motel, Nathan était assis, immobile, au bord du lit. Lucy s'était endormie dans ses bras, les yeux encore gonflés et rouges de la longue nuit. Dans la poche de son manteau se trouvait une petite clé USB, la preuve qu'Ezra Cole avait confiée à la seule personne en qui il croyait le plus, sa petite fille. Sur la table, la requête en suspension temporaire du droit de visite gisait toujours, comme un froid réquisitoire. Mais maintenant, elle ne faisait plus sentir Nathan seul. Car il savait que Lucy avait choisi de se tenir à ses côtés. Et c'était suffisant. Assez pour lancer la contre-attaque. Puis vint le jour de l'audience pour la garde des enfants. La salle d'audience du comté d'Ashridge était lourde de tension. C'était une bataille personnelle, mais Nathan savait qu'elle ouvrirait la porte à quelque chose de plus grand, non seulement pour Lucy, mais pour la vérité derrière les ombres qui tiraient les ficelles depuis si longtemps. De l'autre côté de la salle, Amanda était assise à côté de Veronica Cole, sa demi-sœur et conseillère juridique. Veronica, calme et sûre d'elle, commença son plaidoyer d'ouverture. « Votre honneur, Monsieur Nathan Cole est un vétéran de guerre financièrement instable avec des antécédents documentés de stress post-traumatique. La décision de sa fille de s'enfuir au milieu de la nuit démontre clairement qu'il n'est pas apte à élever une jeune enfant. » Nathan prit une lente inspiration. Il savait qu'ils utiliseraient le vieux diagnostic et l'incident de la fugue de Lucy pour le priver de ses droits parentaux. Mais il était venu préparé. Son avocat, un homme vif et posé dans la cinquantaine, se leva pour répondre. « Votre honneur,
Les dossiers du psychiatre de longue date de M. Cole confirment qu'il est pleinement stable et ne montre aucun signe aigu de TSPT. L'incident impliquant la jeune Lucie était le résultat de la pression émotionnelle du côté de la famille de sa mère, et non de la peur de son père biologique. Un murmure parcourut la salle d'audience. L'avocat de Nathan continua, « Pour étayer cela, nous appelons un témoin direct, Mademoiselle Lucie Cole. » La salle se tut. Amanda pâlit. Véronica s'opposa immédiatement, « Votre honneur, l'enfant pourrait être influencé ou coaché. » L'enfant a elle-même demandé à témoigner, répliqua fermement l'avocat de Nathan. Et cette affaire concerne directement son bien-être. Le juge hocha la tête. Lucie s'avança, petite mais stable dans sa robe bleu clair. Elle monta sur la chaise des témoins, ses jambes se balançant au-dessus du sol, mais son regard était solide comme la pierre. « Je m'appelle Lucie Cole. Je veux vivre avec mon papa. » La salle d'audience sembla se figer. « Je ne me suis pas enfui parce que j'avais peur de lui. Maman et Monsieur Dean voulaient m'envoyer dans un pensionnat à Chicago. Je ne voulais pas y aller. Je voulais juste connaître la vérité sur mon grand-père, mais chaque fois que je demandais, il me criait dessus. Je n'avais pas le droit de dire son nom, et ma mère détestait quand je voyais mon papa. » La voix de Lucie trembla légèrement, mais elle continua. « Je suis partie parce que je ne voulais pas être enlevée à mon papa. Et il ne m'a jamais crié dessus, pas une seule fois. » Les yeux de Nathan brûlaient de larmes. L'avocat hocha la tête, puis passa à la dernière pièce à conviction. Nous soumettons respectueusement un enregistrement audio fait par Lucie elle-même. On y entend Monsieur Dean Mitchell proférer des menaces directes contre l'enfant et sa mère. L'enregistrement fut joué. La voix de Dean traversa le haut-parleur, tranchante comme des aiguilles. « Si tu ne la fermes pas, vous serez tous les trois à la rue. Les gosses commencent à poser trop de questions. On ne peut pas se permettre que quoi que ce soit sorte. » La salle entière tomba dans un silence stupéfait. Dean se leva d'un bond, élevant la voix de frustration, mais le juge frappa son marteau, encore et encore. « De l'ordre ? Il y aura de l'ordre dans cette cour. » Les yeux du juge balayèrent Amanda, puis Nathan. Après une longue et lourde pause, il parla d'une autorité ferme. Sur la base du témoignage et de la déclaration volontaire de Mademoiselle Lucie Cole, ainsi que des preuves présentées, la Cour accorde par la présente à Monsieur Nathan Cole, son père biologique légal, la garde temporaire de Lucie pour une période de 3 mois. Amanda bondit sur ses pieds. « Non. Je ne suis pas d'accord, je suis sa mère. » « Objection notée, » répondit calmement le juge. Cependant, à moins que des preuves crédibles ne prouvent que Monsieur Cole est inapte, l'enfant restera sous sa garde. Une audience de suivi sera programmée à la fin de la période de 3 mois. Amanda s'effondra sur son siège, vaincue. Véronica serra l'accoudoir, le visage exsangue. Dean se glissa discrètement hors de la salle d'audience. Personne ne l'arrêta. Lucie courut droit vers Nathan, jetant ses bras autour de lui comme si elle ne le lâcherait jamais. Il se pencha et l'enveloppa fermement dans ses bras. Aucun mot n'était nécessaire. Seulement la chaleur silencieuse entre eux, et une petite lumière vacillante ravivée dans son cœur. Cette bataille était loin d'être terminée. Mais aujourd'hui, au moins aujourd'hui, il tenait sa fille dans ses bras. La brise du début d'après-midi glissait à travers les lattes de bois poussiéreuses de la menuiserie du chêne murmurant. Après l'audience tendue de ce matin, Nathan n'était pas rentré chez lui. Il était venu directement à la scierie. Il se tenait devant les portes d'entrée, posant doucement sa main sur la surface, comme s'il touchait un être vivant qui avait été autrefois oublié, méprisé, et qui revenait lentement à la vie. À l'intérieur, M. Whitmore et l'avocat Joseph organisaient des documents. La vieille table en bois était maintenant couverte de notes de suicide imprimées, de reçus de malversations financières et de fichiers de données provenant des clés USB d'Ezra et de Lucie. Un dossier épais gisait là, silencieux mais obsédant. Et c'est ce silence qui poussa Nathan à se décider. Il tira une chaise et s'assit, sa voix calme, presque froide. « Il est temps. » L'avocat Joseph leva les yeux. « Vous êtes sûr ? Si nous rendons l'affaire publique maintenant, il n'y aura pas de retour en arrière. » Nathan hocha la tête. Il se rappela les menaces voilées et les avertissements audacieux lancés au tribunal ce matin, le visage défiant de Dean, le regard amer de Véronica. La justice n'est pas quelque chose qui se négocie. Nous publions tout. Envoyons des copies à la presse. Transmettons-le directement au Bureau fédéral d'investigation ce soir. Et c'est ainsi qu'ils commencèrent. À ce moment précis, dans la somptueuse maison d'Amanda et Dean, l'air s'était épaissi comme un piège tendu.
Dean se tenait figé dans son bureau, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur portable. Les informations nationales rapportaient déjà des rumeurs, une cache de données, supposée être des documents internes de Parker Holdings, indique des contrats douteux et des transferts offshore illégaux. Il le savait, il le sentait. C'était les preuves que Nathan détenait. Incroyable, il a vraiment osé rendre ça public, marmonna Dean, la main tremblante en fermant l'ordinateur. Il se tourna vers Amanda, l'urgence dans la voix. Fais les valises, maintenant. Je réserve les billets ce soir. Amanda resta immobile. Et Ben? Dean se retourna, les sourcils froncés. Bah reste. Il ne fera qu'embrouiller les choses. Ne discute pas, fais-le. La poitrine d'Amanda se serra. Elle n'était plus la femme intrigante qu'elle avait été. Elle était juste une mère. Et pour la première fois depuis des années, elle réalisa qu'elle était laissée pour compte. Pas par Nathan, par Dean. Elle recula d'un pas. Toi, tu vas laisser notre fils ici pendant que tu t'enfuis? Dean ne répondit pas. Il était au téléphone, la voix pressante, parlant à un agent de billetterie. Elle le regarda, l'homme qu'elle avait cru être l'encre de sa vie, et maintenant il n'était plus qu'un lâche paniqué. Et à cet instant, elle sut ce qu'elle devait faire. 2 heures plus tard, Nathan reçut un message anonyme, Dean réserve un vol. Il part ce soir. Porte 24, vol pour le Mexique. Tu devrais le savoir. Pour Ben. Nathan n'eut pas besoin de demander qui l'avait envoyé. Il le savait et il comprit. Amanda avait fait son choix. Sans un mot de plus, il prit le téléphone, appela son avocat et transmit les informations de vol au FBI. Le soldat en lui ne sia pas. Il n'y avait plus que de la précision maintenant et un calme qui frisait l'effrayant. Cette nuit-là, l'aéroport international de Crown, il était bondé. Dean portait une veste sombre, sa casquette de baseball baissée, et portait une petite valise. Chaque pas résonnait comme un battement de tambour dans sa poitrine. Il essayait de se fondre dans la foule, les yeux fuyant nerveusement. Il ne restait que quelques pas avant la porte d'embarquement. Une voix sèche retentit, Dean Anderson ne bougeait plus. Il se retourna, surpris. Un groupe en uniforme noir s'avança, l'emblème du FBI brillant clairement sur leurs écussons. Dean se tourna, prêt à s'enfuir, mais une main ferme se posa sur son épaule. Vous êtes en état d'arrestation pour interrogatoire pour crime financier grave et mise en danger d'un mineur. Dean tourna la tête, et là, sous la lueur tamisée des lumières de l'aéroport, se tenait Nathan. Il ne souriait pas. Il ne jubilait pas. Il était juste un père protégeant son fils, un homme défendant la vérité. Dean ne dit rien. Il baissa la tête. Sa fuite s'était terminée là même où il avait prévu de tout laisser derrière lui. Le lendemain matin, Amanda était assise tranquillement dans le salon, regardant Ben dormir profondément sur le canapé. Son sac à main était posé à côté d'elle, toujours fermé. Elle avait été prête à partir, mais elle ne l'avait pas fait. Elle alluma son téléphone et consulta les nouvelles du matin. Le visage de Dean apparut à l'écran, sous un titre en gras, un dirigeant de P Holdings arrêté, scandale de corruption, de contrebande et de mise en danger d'enfants. Elle éteignit le téléphone, puis sortit une lettre adressée à Nathan. Il n'y avait ni excuse, ni plaidoyer. Juste une ligne, je suis resté pour Ben. Car au moins ça, je peux encore le faire bien. 1 an après que la tempête fut passée, la ville d'Ashridge retrouva enfin sa tranquillité. Les gros titres qui criaient autrefois sur les scandales choquants de malversation financière et de trafic illégal d'équipements de défense s'étaient estompés, laissant place à des histoires de redressement et d'espoir. Dean fut condamné à 18 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Marcus et Veronica firent également face à de lourdes peines, ainsi qu'à une ruine totale, tant financièrement qu'en termes de réputation. Quant à Amanda, elle disparut pratiquement d'Ashridge après le procès. Elle avait tout perdu, son mari, ses enfants et les illusions qu'elle avait autrefois sur la richesse. Acceptant que sa vie soit défaite, elle retourna dans sa ville natale pour tout recommencer et prit la décision de laisser les enfants à la garde de Nathan, le seul homme qui avait vraiment mérité le titre de père. Nathan Cole, autrefois l'homme qui était revenu sans rien et avait été traité avec mépris, était devenu quelqu'un de tout à fait différent. Le tribunal lui accorda officiellement la garde exclusive de Lucy et de Ben. Tous les 3 emménagèrent dans une petite maison confortable, juste à côté de la vieille scierie, le chêne murmurant. La menuiserie du chêne murmurant, autrefois symbole de délabrement et de négligence, avait été reconstruite et rouverte, mais avec une mission entièrement nouvelle. Nathan n'en fit pas une grande entreprise commerciale.
Il la transforma en un lieu de communauté, de restauration et de réinsertion professionnelle. Elle fut rebaptisée la Renaissance du chêne murmurant. Une véritable renaissance. Sous la direction de Nathan, la Renaissance du chêne murmurant devint un refuge pour les vétérans de l'armée luttant pour s'adapter à la vie civile, tout comme Nathan l'avait fait autrefois. Elle devint aussi un second foyer pour les parents célibataires à la recherche d'un travail stable et d'une communauté de soutien. Le son des scies et des ponceuses résonnait à nouveau, non pas pour le profit, mais pour un but. Des mains calleuses ne produisaient plus de simples biens commerciaux. Elles créaient des pièces significatives, des œuvres qui représentaient la restauration de leur propre vie, parallèlement à la renaissance de l'atelier. Nathan créa également une fondation caritative en l'honneur de son père, le Fonds du chêne silencieux. Le fonds fut constitué à partir d'une partie de l'argent secrètement économisé par Ezra Cole, de l'argent qui aurait autrement fini entre les mains de Marcus et Dean. Le fonds est dédié à aider les enfants abandonnés et négligés, en leur donnant accès à l'éducation, aux soins et à une réelle chance d'avenir. Lucie, maintenant un peu plus grande avec de longs cheveux soyeux, s'arrêtait souvent à l'atelier pour aider son père à décorer. Elle peignait soigneusement de petites fleurs sur des chutes de bois, les transformant en de charmants petits ornements. Bah, portant son petit tablier, apprenait avec enthousiasme à fabriquer de simples objets en bois, petites boîtes, figurines d'animaux, sous la direction patiente de Nathan. Les rires résonnaient dans l'atelier, se mêlant à l'odeur du bois fraîchement coupé et du vernis. Pour Nathan, c'était le son le plus doux qu'il ait jamais connu. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées recommençaient à tomber, Nathan se tenait à l'entrée de l'atelier. Il accrocha un nouveau panneau en bois, gravé lettre par lettre à la main. L'inscription était un témoignage de son parcours, de la vie de son père et des valeurs qu'il avait l'intention de transmettre à ses enfants. L'honneur ne se trouve pas sur le champ de bataille. Il réside dans notre capacité à préserver ce que personne d'autre n'est prêt à conserver. À ce moment précis, un article spécial fut publié dans le journal d'investigation le plus respecté du pays. Son titre était audacieux et imposant, d'un atelier en décomposition au seuil de la vérité. C'était l'article d'Angela Cross, détaillant le scandale de Parker Holdings, le combat de Nathan Cole pour reconquérir la justice et l'héritage caché d'Ezra Cole, l'homme qui avait sauvegardé la vérité en silence. L'article ne se contentait pas de clore le chapitre d'un scandale national, il ouvrait une voie vers la guérison, une histoire de résilience et de dévotion paternelle. Nathan regarda le panneau, puis tourna les yeux vers l'intérieur de l'atelier, où Lucie et Ben riaient ensemble. Il avait perdu beaucoup de choses, mais il avait reconquis ce qui comptait le plus. Son honneur, et celui de son père, ne résidaient pas dans la richesse ou le prestige. Il vivait dans l'intégrité, dans l'amour et dans la volonté de protéger des valeurs que personne d'autre n'osait défendre. Enfin, sa vie avait trouvé sa véritable paix.